avez passé une bonne journée hier? C'était génial, n'est-ce pas? Alors, on se retrouve pour notre 3e journée à la bibliothèque universitaire de Gdańsk pour une rencontre avec notre invitée d'honneur, Madame et Monsieur Brigitte Giraud. Écoutez, j'ai une surprise pour vous. Alors, nos étudiants ont préparé un petit reportage qui concerne la journée d'hier. Et je voudrais demander mon assistant pour qu'il puisse maintenant appuyer sur le bouton. L'évolution, c'est une bonne occasion pour rencontrer de nouveaux gens ou de, je sais pas, apprendre la langue française plus profondément pour les gens. Oui, bien sûr, c'est une occasion pour pratiquer aussi. On a rencontré beaucoup de Polonais qui pratiquent la langue, qui parlent, comme ça ils arrêtent de parler en polonais et nous on arrête de parler dans notre langue. Pour pratiquer beaucoup. Oui, je pense que je suis d'accord avec toi, c'est vraiment une très bonne occasion. C'est pas juste pour le français, je pense que pour être social, créer du lien, oui, c'est génial. Est-ce que c'est votre première fois ici à Gdańsk en Pologne? Oui, c'est ma première fois en Pologne. Hier, j'étais à Varsovie, j'ai fait une rencontre. Je suis arrivée en train via Berlin, via Paris. Un long voyage en train. Et la première fois à Gdansk. Voilà. Et je connais un peu la mer Baltique parce que j'ai vécu en tant que jeune fille au père quand j'avais 20 ans à Lübeck. C'est très loin d'ici, mais c'est quand même la mer Baltique. D'accord, dites-moi s'il vous plaît, est-ce que tout ça va? Ou vous pouvez peut-être dire, est-ce que vous voulez changer quelque chose? Non, pour moi c'est parfaitement. Pour moi c'est parfaitement la personne, le climat. Oui, je pense que c'est ça. D'accord, et toi? Moi, je crois que Madame Kotowska et toute l'équipe de Flévolution ont fait un très grand. Vraiment, c'est merveilleux ça. Et on est vraiment impressionné qu'il y a tant de gens là-bas et que c'est grâce à elle, on peut être ici et participer à cet événement. C'est merveilleux. Oui, le travail de Madame Kotowska, c'est toujours parfait. Merci, merci. Alors, mes chers étudiants, pour vos examens, vous avez une mention très bien. Alors, nous sommes ici aussi grâce à un accueil très chaleureux de monsieur le directeur de la bibliothèque, monsieur Arnold Pączyński, qui va nous dire quelques mots. Bonjour. Ladies and gentlemen, I'm sorry, this is the only word I can say in French. Welcome to Gdańsk University, welcome to University Library, the open space for the researchers and for the students as well, of course. As you can see, we have just only open space. There are no storages, no hidden places. Only the special collections, of course, is in the care in the upper stairs. But just the building is open for all activities organized by the university community and the members of that community. We are also the host of many exhibitions. One of them is just right here around you. Some of you maybe remember the shelves with the cards of the books. And the papers and the cards are withdrawn from the old shelves and presented in that artistic book to show how the books were presented to the readers many years ago, in the 1970s, 80s, 90s. Some of them are printed from the computer's catalog right now. So, by the way, if you will have spare time, just be free to go everywhere you want, and you will find some other interesting exhibitions in that building. Today, the floor is yours. I'm very happy to see you. Merci beaucoup. Alors, je laisse la parole à nos
à nos deux animatrices. Je ne sais pas, je commence peut-être avec Doris. Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis extrêmement contente de vous voir si nombreux ici dans cette magnifique bibliothèque et j'espère que les étudiants de Gdańsk ont conscience de la beauté de cet espace, de sa lumière, de cette ambiance véritablement accueillante. Et je suis également très contente d'être ici avec Brigitte Giraud et avec Bénédicte pour parler de l'œuvre de Brigitte Giraud, notamment des 3 romans, des 3 textes que nous avons choisis pour Flévolution 2025. Je voudrais commencer par une toute petite présentation de Brigitte Giraud. Vous avez certainement consulté Internet et Wikipédia pour vous renseigner, mais il m'importe tout de même de la situer un tout petit peu dans un contexte historique et peut-être aussi littéraire. Vous savez que Brigitte Giraud, elle est née en 1960 à Sidi Bel Abbès, une ville au sud d'Oran, à un moment où la guerre d'Algérie battait de son plein et qu'elle a grandi par la suite dans la banlieue de Lyon, qu'elle a fait des études d'anglais et d'allemand. On n'a pas encore eu l'occasion de parler allemand. Elle était fille au père à Lübeck, si j'ai bien compris. Une ville qui m'intéresse beaucoup parce qu'un de mes auteurs préférés, Thomas Mann, que j'ai découvert il y a quelques années, parce qu'à votre âge, j'étais incapable de lire la montagne magique. Je n'avais pas la patience ni l'esprit pour me plonger dans cette œuvre. Mais depuis quelque temps, ça m'intéresse beaucoup. Et j'étais très contente d'apprendre que la figure de Hans Castorp, qui est le protagoniste de La montagne magique de Thomas Mann, est aussi, ou figure aussi dans un texte ou dans un livre intitulé Une année étrangère, qui est sorti en 2009 et qui raconte la vie au quotidien d'une fille au père en Allemagne, thématisant aussi toute l'histoire complexe et difficile de l'Allemagne aussi au XXe siècle. Brigitte Giraud a donc fait des études d'allemand et d'anglais. Elle a travaillé comme libraire, elle a fait des traductions, elle était journaliste. Et elle a commencé à publier à la fin des années 90. Et depuis, elle a publié, elle a constitué, elle a réussi à créer une œuvre très importante. Et elle a publié 2 récits, 12 romans, 2 recueils de nouvelles, une pièce de théâtre. Et vous savez qu'elle a été... qu'elle a obtenu le prix, pas le prix Nobel, mais le prix Goncourt. Pardon, pas encore, qui sait. Le prix Goncourt pour Vivre vite, que vous connaissez tous et que vous avez lu et que vous avez beaucoup apprécié. L'œuvre de Brigitte Giraud, à mes yeux, est à la fois une œuvre très intime qui met à l'avant la vie individuelle et personnelle, mais on comprend très vite que cette vie individuelle, personnelle, que cette intimité a une dimension, ou telle qu'elle est décrite, a une dimension très politique et renvoie à quelque chose de collectif que nous partageons peut-être, et notamment dans son magnifique texte « Avoir un corps » que j'ai extrêmement apprécié parce qu'il m'a raconté un peu en bribes ma propre expérience de femme, mon propre parcours de femme, le devenir de mon propre corps.
Donc, je vous propose qu'on commence à parler un peu de ce texte qu'on a que brièvement abordé hier en fin de la belle conversation menée par Bénédicte avec vous. Le corps, je trouve personnellement, donc c'est ma lecture, est un sujet très important dans tous vos œuvres. Dans toute votre œuvre, dans tous vos textes. Ce corps est presque comme une carte sur laquelle s'inscrit un devenir social, un devenir individuel. Et on le retrouve partout, que ce soit dans une année étrangère ou encore dans l'amour est très surestimé, dans Vivre vite, et aussi dans ce magnifique texte Jour de courage. Donc le corps revient sans arrêt. Et peut-être vous pourriez, dans un premier temps, partager avec nous votre approche du corps, vos visions de ce corps individuel qui est toujours en même temps un corps social parce qu'il n'est pas libre nécessairement. Merci beaucoup, merci à vous toutes et à vous tous d'être présents. C'est très, très impressionnant pour moi. Je suis vraiment très heureuse d'être là avec vous autres, les générations de demain. Et Dieu sait qu'en ce moment, on a envie de prendre soin des générations de demain dans un monde qui devient de plus en plus complexe et extrêmement violent. Donc ça me touche beaucoup que vous soyez présents autour de la littérature et d'une personne comme moi qui est écrivaine. Alors pour revenir à la question du corps, c'est vrai que c'est un livre dont j'ai toujours eu un peu de mal à parler parce que je n'ai pas véritablement ni de théorie, ni de pensée, ni de pensée toute faite à exprimer autour de cette notion du corps qui est très abstraite finalement. Ce qu'il me semble, c'est que à la naissance, on est avec un corps qui va se transformer, qui va devenir de plus en plus complexe, et qu'il va falloir en permanence se réapproprier. Moi, je sens les choses de cette façon. Et le corps est notre premier lien avec l'autre. C'est-à-dire que la première relation à l'autre, avant même que ça passe par la parole, c'est cette apparence physique dont on n'est pas responsable. Alors pour certains, le corps est quelque chose qui ne pose pas problème, qui ne pose pas de questions. Et pour d'autres, il s'agit de quelque chose qu'il va falloir apprendre à apprivoiser. Et il me semble que très souvent, et notamment alors peut-être pas plus chez les filles que chez les garçons, je n'en sais rien, le corps est à l'interface entre l'intime et le monde social et le monde politique. Et il va être soumis à tout un tas et de plus en plus de dictats, c'est-à-dire qu'on va demander aux filles d'être plutôt comme ci ou comme ça. Qu'est-ce que le féminin? Qu'est-ce que le masculin? Qu'est-ce que le genre? Comment on essaye d'apparaître? Et comment on essaye de faire correspondre en soi ce qui est mental et ce qui est physique? Ça, c'est une vraie question. Il me semble que ce qui constitue notre identité, même si c'est un mot que j'aime pas tellement, c'est une adéquation ou c'est j'allais dire une réconciliation ou en tout cas une unité entre le corps et l'esprit. Et ce livre-là, Avoir un corps, est vraiment un livre. Alors moi, le corps, s'il n'y a pas la tête, s'il n'y a pas l'esprit, il ne m'intéresse pas. Et ce qu'il m'est apparu, c'est qu'entre le corps et notre esprit, il y a une espèce de conversation permanente, un dialogue
parfois très énigmatique. Et il faut en permanence résoudre quelque chose entre la tête et le corps. Donc pour moi, c'est... et en même temps, c'est un livre qui est extrêmement concret. C'est pas du tout un livre de réflexion, c'est pas du tout un livre philosophique, c'est pas du tout un livre conceptuel. C'est vraiment un livre qui met en scène des scènes vraiment de la vie quotidienne dans lesquelles le corps est sollicité. La première scène du livre, c'est une petite fille qui a 5-6 ans et qui prend pour la première fois conscience qu'elle a un corps parce qu'elle est malade et parce qu'elle souffre. Et très souvent, quand le corps se manifeste à vous, c'est parce qu'il y a un lien avec la souffrance. Elle souffre parce qu'elle a une maladie qui s'appelle la scarlatine, qui n'existe plus, et elle doit recevoir tous les jours, pendant 13 jours, une piqûre de pénicilline dans les fesses. C'est-à-dire une fois la fesse droite, une fois la fesse gauche, etc. Les parents demandent à une infirmière de venir réaliser ces piqûres. Et je ne veux pas être trop longue, mais c'est important pour moi. Et la petite fille est installée chaque matin sur le canapé du salon en attendant que l'infirmière arrive. Et elle est livrée à la nudité devant son père et devant sa mère. Elle a mal, mais elle a compris qu'elle ne devait pas dire qu'elle avait mal. Et elle est récompensée tous les jours avec un bonbon parce qu'elle a affronté la douleur. Et ça, c'est déjà le début d'une éducation. Et c'est ce qui m'intéresse, c'est de dire, mais pourquoi on va récompenser un enfant parce qu'il cache sa douleur. Voilà. Et chacune des petites scènes de ce texte montre un petit moment de la vie quotidienne, mais qui nous enseigne vraiment sur ce qu'est une éducation, que ce soit dans la famille, dans l'intimité ou dans le corps plus largement social. Cette éducation du corps, vous avez dit que l'esprit ou l'intellect, comme on dirait en allemand, et le corps sont dans un dialogue constant. Et moi, de mon point de vue, je rajouterais aussi le contexte social. Et il y a justement ces tensions, ces dynamiques constantes qui font que le corps devient avec l'esprit. Mais le corps social, donc le corps, j'ai dit, il ne s'appartient pas nécessairement. Il fait partie d'un ordre symbolique aussi, si l'on veut. Il est aussi frappé de toute une panoplie d'interdits dans ce contexte social. Vous racontez, en racontant, si je peux me permettre, en énumérant ou en enchaînant des scènes, comme vous l'avez insinué, plutôt banales, de la vie quotidienne, des scènes que nous connaissons tous et toutes. Vous montrez quand même à la fois ce processus d'éducation, mais aussi les interdits qui forment le corps. Et donc ces interdits, c'est la sexualité, d'une certaine façon, notamment pour les filles, parce qu'elles peuvent tomber enceintes. Après la catastrophe, peut-être aussi d'une grossesse prématurée avec un avortement, et ainsi de suite. Mais aussi la déappropriation qu'une femme peut éventuellement ressentir quand elle a un enfant. Et ce contact extrêmement physique aussi avec l'enfant une fois qu'il est né. Et qui n'est pas toujours... ce sont des situations qui sont équivoques, qui sont complexes, qui sont par moments contradictoires, mais qui sont dotées comment dire, que les discours sociaux déterminent et décrivent et racontent, mais qui ont un deuxième peut-être niveau qui
qui n'est pas si facile que ça à gérer pour l'individu. Est-ce que j'étais un peu compliquée, mais j'ai cherché mes mots. Mais c'est vraiment un livre qui est dans une recherche de vérité, comme chacun de mes livres, me semble-t-il. Ce sont une succession de premières fois. La première fois qu'on a mal, la première fois qu'on est capable de se maintenir à la surface de l'eau parce qu'on a appris à nager, la première fois qu'on va vibrer parce qu'on est attiré par un autre corps, la première fois qu'on va avoir un corps dans son corps, ce qui s'appelle la grossesse, qui est quand même une folie pure quand on réfléchit à ça. Si une femme a dans son corps un petit garçon, moi, ce qui a été mon cas, ça veut dire qu'à un moment, on est à la fois féminin et masculin. Personne ne le dit, mais moi je trouve ça complètement fou. Hein. Et voilà, et j'essaye d'avancer en posant des questions absolument qui pour moi sont essentielles et dont j'ai l'impression que la société ne parle pas du tout. On fait comme si être enceinte était quelque chose de... C'est pas parce que c'est naturel que ce n'est pas totalement fou. Donc j'essaye de voir la folie à l'intérieur de ce qui semblerait être... ne pas poser question. Moi, tout me pose question. Quand le petit enfant va pleurer toute la nuit et que la mère va être privée de sommeil pendant des heures et des nuits et des nuits et des nuits et des nuits, qu'est-ce que c'est qu'un corps et qu'un esprit, justement, qui ne dort plus? Comment on fait quand on est à la lisière de cette zone très inconfortable, débordante d'amour pour autant, mais qui ne dort plus. Voilà, et avec aussi de l'humour, avec aussi une façon de se regarder faire, de se moquer de soi-même, parce que très souvent, on n'est pas à la hauteur de soi. Moi, je passe ma vie à être dépassée, à être perdue, à être... Donc ce livre essaye de marcher sur ce fil. Et puis, je crois que le corps est quelque chose qui est très important. Enfin, c'est pas que c'est très important pour moi, mais dont j'ai fait aussi une expérience très particulière du fait que j'ai été gymnaste pendant 10 années, entre 6 ans et 16 ans. J'ai été gymnaste de compétition. Moi, à l'époque, c'était Nadia Comaneci, c'était Olga Korbut, c'était Ludmila Toricheva, justement toutes les filles de l'Est qui étaient des modèles extraordinaires. Et le fait d'avoir 2 heures d'entraînement tous les soirs, c'est vraiment l'apprentissage aussi, l'apprentissage de l'équilibre, comment marcher sur une poutre sans tomber, quand on tombe, comment remonter et remonter et remonter jusqu'à ne plus tomber. Ça veut dire que c'est beaucoup d'exigences. C'est quelque chose qui permet aussi... Alors pour moi, c'est une métaphore de l'écriture, hein, ça ressemble beaucoup à l'écriture. C'est vraiment aussi une façon de rechercher où est sa ligne de force. Les barres asymétriques, par exemple, c'est quelque chose qui demande de la persévérance, qui demande de vaincre la peur. Et le fait de vaincre la peur et d'être capable de discipliner en soi une masse musculaire, un poids, et d'être en lien avec d'autres filles et d'autres garçons qui s'entraînent tous les jours, on est véritablement dans ce lien au collectif. Et moi, je crois que le sport, la compétition, c'était pas tant pour la compétition, mais c'est pour se permettre aussi d'essayer de donner le meilleur. Et c'est une école extraordinaire. Et puis, il y a un moment où tout ça n'est plus possible du tout, parce qu'il se passe une chose sidérante, c'est que tout à coup, vous avez peur. Le saut de cheval, vous n'y arrivez plus parce que vous ne pouvez plus bondir, parce que votre cerveau vous envahit et votre corps a changé. Le centre de gravité n'est plus possible parce qu'il est devenu un corps de femme. Et on voit bien ces gymnastes. C'est possible quand elles sont assez petites, qu'elles sont encore des filles et pas tout à fait des femmes. Et il y a un moment où quelque chose change. Et puis ce qui change aussi, c'est que tout à coup apparaît dans la vie ce qui s'appelle les garçons. Alors là, c'est autre chose qui se joue. Voilà, donc c'est permanent. Hein, moi, je trouve cela passionnant. Vous avez dit qu'on vit
tout une première fois. Et c'est un aspect très intéressant de ce livre qui d'ailleurs nous parle aussi de la métamorphose constante du corps dans une vie. Et notamment dans une perspective féminine, donc la petite fille qui devient adolescente, qui a ses règles, qui commence à être une femme fertile, qui devient consciente de cette fertilité et de tout ce que cela implique, puis qui va être mère et qui va finir par être confrontée aussi à un corps vieillissant. Vous avez d'une façon et surtout une forme et un langage extrêmement concis et précis, et tout en mettant une distance aussi par rapport à ce qui est raconté, réussi à nous faire comprendre ce que ça veut dire, cette constante transformation. Bénédicte me regarde. Tu voudrais, je pense, enchaîner là-dessus. Ok, je te passe le micro. Merci beaucoup. Merci. Avant, Doris, je voudrais te remercier de ta générosité, de m'avoir conviée ce matin pour prolonger cet échange. Merci beaucoup. Et vous parliez justement du corps de gymnaste. Moi, dans cet intervalle justement entre la jeune fille et la personne vieillissante, il y a aussi ce corps qui travaille, ce corps qui devient aussi un marqueur social d'une classe en fonction de son usure. Un corps oisif n'est pas le même qu'un corps de travailleur. Les mains ne sont pas les mêmes. Et il y a ce passage où le personnage principal, elle charrie ses cartons. Et on sent ce corps qui est marqué. On ne sait pas plus de choses sur son travail, mais ça sous-tend sous les mots. Et comment vous l'avez travaillé ça? Est-ce que ça a été fait volontairement, d'avoir presque passé sous silence ce corps qui va à la tâche? Alors, je le passe pas tellement sous silence, me semble-t-il. C'est vrai que dans le travail, et notamment le premier travail que j'ai accompli, c'est un travail de libraire. Et tout le monde pense que le travail de libraire, c'est quelque chose qui est plutôt intellectuel, alors que le travail de libraire, en premier lieu, c'est extrêmement physique. C'est porter des livres, porter des cartons, transporter, défaire, refaire, remettre dans des cartons, remettre sur des étagères, monter sur des échelles, descendre, chercher l'équilibre, aller chercher un volume, remonter les escaliers. C'est quelque chose qui est une cavale en permanence. Et moi, ça m'allait très bien parce que cavaler, ça me plaît. Et puis, le travail intellectuel me plaît aussi. Et au même moment, je parle du travail qu'accomplit le garçon. Je l'appelle le garçon, qui est celui qui traverse tout le livre et qui deviendra l'homme de ma vie. Lui, quand il est étudiant, il a un travail très répétitif dans une usine Coca-Cola près de Lyon. Et lui, c'est vraiment un travail robotique, en fait. C'est-à-dire la répétition du geste, la répétition, l'usure, des horaires totalement fous, ce qui fait que il est impossible d'avoir une vie en plus du travail ouvrier. C'est-à-dire qu'une fois que la sirène de l'usine retentit à 17h, autant dire que la journée est terminée parce que le corps est exténué. Donc évidemment, ça s'inscrit dans le corps et ça fait de nous ce que nous allons devenir quand nous serons adultes. Et ça me fait penser que c'est aussi un livre qui parle beaucoup des hommes, qui parle en fait des 4 hommes de ma vie que sont mon frère, dans l'enfance, le frère, la sœur, la façon dont ils sont élevés par les parents, c'est pas tout à fait la même chose. Donc c'est comment on devient fille ou garçon et qu'est-ce que ça fait. Donc le frère, le père, je parle pas mal du père aussi, qui part travailler sur sa mobilette à 5h du matin et qui lui a un corps qui est extrêmement frêle, extrêmement fragile et qui va devoir affronter le vent, la pluie quand il part travailler. Il y a l'amoureux qui est là. Et puis le quatrième, c'est aussi... enfin, peu importe. Voilà, donc c'est un livre qui, pour moi, ne parle pas que du corps féminin. C'est vraiment aussi la confrontation. Oui, l'autre, c'est le premier amoureux qui est le cousin,
Il y a une scène avec un jeune homme un dimanche après-midi chez mon cousin pendant que les parents prennent le café. Et c'est la première scène de séduction possible entre une fille et un garçon qui ont à peu près 13 ans. Et la fille n'a pas compris que le garçon ne la regardait pas, non pas parce qu'elle ne lui plaisait pas, mais peut-être parce qu'il était davantage sensible aux autres garçons. Mais ça, on peut le comprendre quand on écrit 20 ans après. Donc c'est aussi un livre qui met en avant les relations, les relations de la narratrice avec, comme vous l'avez dit, le frère, avec, comment il s'appelle, l'allemand, Günther. Günther Thomas. Ah, mais je parle de Günther Thomas. Ouais. Ah, oui. Oui. Vous parlez de Günther Thomas. Sur la relation avec le père, le fils, Yoto, voilà, etc. Et le fils, oui, l'autre homme de ma vie, évidemment. Oui, évidemment. Et donc, à chaque fois, d'une certaine façon, on est aussi confronté à des différentes formes de couple. Et la thématique du couple, en général, est très importante dans votre œuvre, je dirais. Et le couple n'en est pas toujours un complet, mais un couple en mouvement, très dynamisé dans le récit. C'est quelque chose qui je ne sais pas, le corps donc est discuté aussi en fonction des différents couples dans une perspective de sa place dans la dynamique du couple. Ce qui est aussi, alors ce qui est totalement banal, tout ce que je raconte, ce sont des choses très banales, mais moi je trouve que l'extraordinaire est dans la banalité. Et par rapport au couple, c'est vrai que le premier couple qu'on forme avec quelqu'un, c'est-à-dire ce que j'appelle couple, c'est la première fois qu'on habite le même espace avec quelqu'un. Ça aussi, il me semble que ce n'est pas questionné, mais moi, ça m'a paru totalement fou de partager, par exemple, le même lit avec quelqu'un, la même salle de bain, la même table sur laquelle on mange. Et c'est comme une chorégraphie dans un appartement. Et ce qui m'obsède beaucoup, c'est la façon dont on habite les lieux. Celui qui se lève plus tôt, celui qui se couche plus tôt, celui qui laisse les miettes sur la table de la cuisine, celui qui va descendre la poubelle de la salle de bain, celui qui va ne pas descendre la poubelle de la cuisine, celui qui va laisser le beurre fondre. Enfin, moi, ça me passionne de voir comment, à deux, on est dans un rapport à la fois d'amour, mais de force, on met l'autre au défi, on s'aime. Donc on est à la fois très 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 tolérant et puis peut-être qu'avec le temps le même beurre qui fond sur le bord de la table, peut-être qu'on peut plus supporter ça et tout ça me fait rire. Enfin, c'est assez drôle en fait, c'est de nous regarder dans nos petits travers quotidiens et j'adore travailler sur ces petits détails parce que le couple c'est aussi une grande idée très puissante et très romantique et extrêmement excitante, mais c'est fait aussi de petites choses qui sont répétées. Il faut avoir beaucoup de force et beaucoup d'amour pour être capable de mettre des variations dans cette répétition. Donc je parle de ça, celui qui écoute de la musique fort et l'autre qui est là mais qui n'a pas forcément envie d'écouter la même musique aussi fort au même moment. C'est comment on fait pour habiter à deux un même espace. Ce qui n'est pas facile. C'est un véritable travail. Oui, mais c'est une aventure. C'est l'une des plus belles aventures au monde, en fait. Donc, vous avez dit que les petits rien du tout de l'existence sont très importants dans votre œuvre. On a déjà à plusieurs reprises parlé de banalité, alors que ce ne sont pas des banalités, mais justement des choses très importantes dans la rencontre de l'autre. Je voudrais maintenant également aborder un peu le côté esthétique
hein, de ce roman et de votre œuvre en général, de votre écriture en général, parce que ce côté esthétique, l'écriture à proprement parler, elle est très intéressante, je trouve. Elle m'a beaucoup emballée et peut-être aussi dans un enchaînement de lecture. Je suis une très grande lectrice d'Annie Ernaux, qui travaille aussi, qui a un style très concis, très réduit, par moments très distant. Et qu'elle appelle elle-même plate. Oui, voilà. Mais plate, tout à fait dans un sens positif, parce que le choix d'écrire comme ça n'est pas fortuit. Hein. Je pense qu'il y a, oui, une philosophie derrière, ou un regard sur le monde, ou un désir de partager son regard sur le monde dans une certaine perspective, en laissant une certaine place aussi à l'autre pour s'inscrire à travers sa lecture dans ce qui construit à partir de la lecture. Je ne sais pas. En tout cas, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ce côté esthétique? Alors ça, c'est plus difficile pour moi d'en parler, Oui. parce que... alors moi, je n'ai pas du tout l'impression d'être dans une écriture plate. Ce que j'aime, c'est écrire avec des mots simples, accessibles. Je n'aime pas avoir recours au dictionnaire. J'aime écrire à partir des mots que je maîtrise absolument. Mais ce que j'aime, c'est introduire dans la phrase comme un intrus. J'aime bien la variation ou le décalage ou l'assemblage de mots qui ne va pas de soi. J'aime beaucoup ça. Et il me semble que d'un livre à l'autre, il y a des variations. En effet, Avoir un corps ou Vivre vite, on peut retrouver une écriture assez concrète, assez pragmatique et assez énergique. Et dans des livres comme Jour de courage, ou qui parle d'un garçon qui fait un exposé en cours d'histoire, on va dire autour de la montée du nazisme et de Magnus Hirschfeld, le premier sexologue au monde qui a travaillé sur l'égalité homme-femme et qui a défendu les droits des homosexuels. Dans ce livre-là, il me semble qu'il y a une écriture extrêmement circulaire, avec des phrases qui se mettent à s'allonger vertigineusement sans que je l'ai décidé et sans que je l'ai vu venir, comme si c'est vraiment le contexte dont je suis en train de rendre compte qui va générer l'écriture. Et cet autre livre qui s'appelle Un loup pour l'homme, qui parle de la guerre d'Algérie, qui raconte ce qu'a vécu mon père en tant qu'appelé en Algérie, et comme il n'a pas voulu tenir une arme, il a été affecté en tant qu'infirmier dans un hôpital militaire, ce qui est la raison pour laquelle je suis née en Algérie. Ce livre-là m'a surprise dans la façon dont il s'est déployé, de façon, par moments, presque même un peu sensuelle. C'est-à-dire parce que l'Algérie nécessitait pour moi de rendre compte du lien aux éléments, au ciel, à la faune, à la flore, aux saveurs, aux odeurs. Il y a eu quelque chose que j'ai vu se déployer dans l'écriture que je n'avais pas prévu. Donc je ne sais pas trop en parler. J'ai l'impression que j'appartiens peut-être aux deux. Il y a certains livres pour lesquels l'écriture est plus ramassée, plus concrète, plus immédiate, plus, j'allais dire vibrante. Je ne peux pas employer ce mot pour parler de mon écriture, mais plus électrique, sur des séquences plus brèves. Et puis d'autres livres qui se déploient autrement. Donc je ne saurais pas en parler plus précisément. Ah ben, c'était déjà très précis, je trouve. Non, mais je vous ai posé cette question parce que, en lisant notamment les 3 livres, je ne sais pas comment dire, j'ai entendu la narratrice regarder. Hein, j'étais tout le temps dans le regard et je l'ai suivie. Et j'ai comme entendu la narratrice dire ce qu'elle voit. Hein, en écrit. C'est-à-dire, et ça a créé cette distance, ou peut-être cet effet de distance qui me fait dire que c'est concis,
est plate entre guillemets, véritablement entre guillemets, mais je pense que c'est ça. Oui. Vous avez raison quand vous dites voir. Moi, je ne peux pas écrire si je ne vois pas. Pour moi, c'est très cinématographique, c'est-à-dire il faut que la scène se déroule sous mes yeux d'une façon extrêmement précise. Par exemple, ce livre que j'ai écrit autour de la guerre d'Algérie, Un loup pour l'homme, les 2 années du temps d'écriture, c'est comme si j'avais vécu pendant 2 ans en Algérie. J'avais la carte de l'Algérie sur le bureau et j'avais besoin de sentir physiquement, pour moi l'écriture c'est physique, c'est avec le corps aussi. J'avais besoin de savoir dans quel sens soufflait le vent, en l'occurrence c'est plutôt le sirocco, et ce qui m'a paru totalement fou en écrivant ce livre-là, c'est qu'à un moment, je fais se déplacer le narrateur pendant ses permissions. Ça se situe à Sidi Bel Abbès, près d'Oran, et c'est à 80 km de la mer Méditerranée. Et donc je le fais aller se baigner pendant les permissions dans la mer Méditerranée. Et ce qui m'a paru fou, c'est que quand on vit en France, ou quand on vit dans les pays du Nord, quand on va vers la mer Méditerranée, on va du nord vers le sud. Donc, on est positionné du nord vers le sud. Mais quand on vit à Sidi Bel Abbès et qu'on va se baigner dans la Méditerranée, on va du sud vers le nord. Et ça paraît tout bête. Mais dans l'écriture, j'ai eu besoin, c'est comme si j'avais eu besoin de me retourner mentalement pour être au même endroit que mon personnage. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas du tout prévu. Et ma jeune fille au père aussi, quand elle est à Lübeck, il y a un lien avec la mer Baltique, ce lien à Thomas Mann, ce lien à la façon dont elle résiste à son quotidien grâce à la langue étrangère, grâce à la langue allemande. Les points cardinaux n'étaient plus les mêmes. Voilà. Et ça, c'est une façon d'écrire qui est visuelle, mais aussi sensuelle, si on peut dire. Je suis très contente que vous évoquiez ça, parce qu'on en a parlé l'autre jour, à quel point le déplacement géographique, donc le fait d'être ici à Gdansk, du coup, change la perspective véritablement, ou la perspective intérieure sur le monde. Du coup, on se rend compte qu'on regarde ailleurs, de Gdansk vers l'Europe, et c'est plus du tout le même regard. Et ce déplacement du regard affecte tout le reste. Comment on est dans l'espace, comment on est dans son corps, comment on est dans sa langue, c'est extraordinaire. Et merci d'avoir dit ça. Ok. Bénédicte, tu voudrais rajouter quelque chose ou une question de tient au cœur? Moi, ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans le livre Avoir un corps, c'est que j'aurais aimé le lire à 12 ans. J'aurais aimé qu'il existe, parce que c'est comme une amie plus âgée qui vous prend par la main et qui vous met en garde sur ce qui va se passer plus tard. Et il y a eu beaucoup de choses, ça a soulevé beaucoup de choses, des choses que j'avais oubliées de mon enfance, de mon adolescence, que j'avais volontairement oubliées parce que peut-être que j'en avais honte. Et grâce à vos mots, je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule. Et donc c'est pour ça que hier, en sortant de l'entretien, je ne sais plus, à un groupe d'étudiantes, je leur ai dit lisez-le absolument, parce que vraiment, il y a peut-être que sur le moment, ça va pas faire son chemin, mais je pense que avec le temps, ça va rester dans un petit coin de la tête. Donc merci pour ça. Je voudrais, avant de passer la parole au public, je voudrais brièvement parler aussi du recueil de nouvelles que nous avons choisi pour Flévolution. L'amour est très surestimé. Et ce recueil nous ramène à la question du couple, parce que c'est un recueil qui rassemble des textes assez courts autour de la thématique de l'échec, de la séparation. Une séparation, pardon, n'est pas forcément un échec. Ça, c'est certain. C'est pas.
Ça c'est sûr. Je l'ai vécu moi-même comme une grande libération. Et donc, évidemment. Hein. Mais il y a il y a des passages qui parlent, il y a des perspectives qui mettent en avant l'échec, d'autres qui mettent en avant la libération, etc. Donc, le couple est approché de différentes perspectives et la séparation est considérée sous différents jours, pour ainsi dire. Vous tournez autour de ce couple et la narratrice souvent prend une posture intéressante parce qu'elle dit soit vous, tu, hein, donc elle s'adresse à quelqu'un très directement, donc c'est comme si la narratrice menait un monologue intérieur avec quelqu'un ou qu'elle faisait ses comptes aussi. C'est un livre qui parle de la fin de l'amour, en fait. De la fin de l'amour parce que l'un des deux n'aime plus ou parce qu'il est évident que c'est terminé ou parce que l'un des deux est mort. Et évidemment, je l'ai écrit quelques années après la mort de mon grand amour, si on peut dire ça comme ça. C'est pour ça aussi qu'il y a un texte qui s'appelle « Les veuves », dans lesquels je m'amuse à mettre les veuves enfin, à les regarder sous les angles qu'en principe ne nous propose pas la société. On en a un petit peu parlé hier. J'essaye de regarder dans ce livre, qui est également une quête de la vérité, tout ce qui dérange, tout ce qu'en général on ne dit pas, tout ce qu'on n'ose pas regarder, c'est-à-dire nos petits arrangements, quand on est minable, quand on fait croire à l'autre qu'on le quitte parce qu'il est tellement trop bien pour soi, alors qu'on n'ose pas dire que simplement qu'on a du mal à assumer une décision, tous ces petits mensonges. Le couple est quand même l'endroit du petit arrangement, du mensonge et de la fiction, de réinventer une réalité parallèle plus ou moins honnête. Il y a un texte qui est important pour moi qui s'appelle « Dire aux enfants ». Nous allons dire aux enfants que leur vie va changer. Avec des mots, je ne sais plus, je ne le connais pas par cœur, mais c'est-à-dire ce moment où les parents doivent dire aux enfants qu'ils vont se séparer, mais que ça ne va rien changer pour eux, ça risque même d'être encore mieux. Voilà, comment ce moment tellement fracassant, comment on le propose aux enfants. Et ce qu'on propose aux enfants, notamment en France, je ne sais pas comment ça se passe ici dans vos différents pays d'origine, mais en France, il y a quelque chose qui se met en place depuis quelques années qui s'appelle la garde alternée, ce qui veut dire que les enfants vont devenir des intermittents, vont vivre une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre, et tout le monde fait comme si c'était tout à fait normal et que ça ne posait pas de problème tout le monde s'arrange pour dire mais les enfants vont très bien. Donc je regarde cela de très très près, de façon assez cruelle et de façon assez cruelle, parce que ça arrange une société entière qu'on ne se pose pas davantage la question du développement futur de l'enfant qui a vécu cette rupture et éventuellement cette rupture qui peut être un traumatisme. Voilà, donc j'essaye de prendre des cas très, très, très universels, très partagés par tous, que chacun va être appelé à vivre d'un bout à l'autre de son existence. Et voilà, et je regarde aussi un moment dans le couple où l'un des deux l'homme est un grand écrivain, la femme est plutôt celle qui va rester statique dans l'appartement et s'occuper des enfants quand le grand écrivain est absent.
Et j'essaye de voir ce que ça génère à l'intérieur du couple quand socialement il y a ce type de décalage et comment on s'arrange aussi avec tout ça. Et voilà, j'ai beaucoup aimé écrire ce livre parce que là, il y a eu une énergie très grande. Et puis l'écriture de la nouvelle, j'aime beaucoup ça. C'est pas la même énergie que l'écriture du roman. C'est-à-dire, on sait que c'est plus bref. Il y a besoin d'avoir une ligne de force plus affirmée. Et puis un renversement, moi ce qui m'intéresse, c'est le moment où ça se renverse et où ce qui se passe et pas ce qu'on attendait. Mais je voudrais peut-être conclure avec une question plus générale que j'adresse à vous en tant que lectrice aussi, parce que j'imagine que vous êtes une lectrice fervente. Et quels sont les auteurs, par exemple, qui vous ont marqué, qui vous ont accompagné? Merci pour cette question, mais c'est vrai que c'est une question, je lis énormément, je suis une grande lectrice. Je lis beaucoup de littérature contemporaine, française ou étrangère, peu importe. Et ce qui m'intéresse dans le fait de lire mes contemporains, c'est de savoir comment ils se débrouillent, eux, avec l'existence, avec ce truc qui est quand même très compliqué, très excitant, mais très compliqué. Comment ils se débrouillent avec... ce qui m'intéresse, c'est la littérature qui met en scène toutes les questions de rupture au sens large. Mais je crois que la littérature est là pour essayer de regarder ce qu'est la rupture, c'est-à-dire l'exil, c'est-à-dire la guerre, le deuil, d'autres ruptures qui peut être l'adolescence. Les récits autour de l'enfance m'intéressent énormément. Comment on survit, l'écriture de la survie. Donc il y a énormément d'écrivains qui m'ont accompagnée, des écrivains japonais, des écrivains américains, des écrivains français bien évidemment, des écrivains allemands. Alors quand je dois citer des noms, j'ai toujours, ça m'échappe parce que j'ai une constellation comme ça d'auteurs qui m'accompagnent depuis toujours. Je sais pas, je pense à William Styron aux États-Unis, ou à Philippe Roth, ou ça peut être les Japonais, Kawabata, enfin bon, d'autres époques aussi. Mais alors comme je n'ai pas fait d'études littéraires, j'ai fait des études de langue, je suis une autodidacte en littérature, c'est-à-dire que je n'ai pas étudié les auteurs dans l'ordre, avec une bonne organisation, une bonne transmission via des enseignants. Moi, ça a été complètement foutraque, ça a été des bouts de... Voilà, j'ai lu Dostoïevski très tard, il y a des grands classiques que je n'ai pas encore lus, et maintenant je me rends compte que je n'aurai sûrement pas le temps de les lire. Voilà, en France, que vous dire, Philippe Forest, qui n'est peut-être pas très connu pour vous, Annie Ernaux, bien évidemment, Christine Angot aussi, Louis Calafert, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est un écrivain français d'origine italienne qui a vécu dans des bidonvilles et qui est devenu malgré tout un écrivain extrêmement vivifiant et... Voilà, moi j'aime beaucoup les écrivains qui sont au contact d'un quotidien, qui sont dans un rapport de classe sociale aussi où il y a comme un combat. Ça me plaît beaucoup, mais la littérature bourgeoise peut tout à fait me toucher également. Donc moi c'est une espèce de kaléidoscope sans méthode, sans... Voilà, c'est ma façon de lire. Merci pour ces suggestions de lecture. J'ai pensé à cette question il y a quelques jours parce que par hasard, je suis tombée sur les 100 livres préférés de David Bowie, du chanteur que vous connaissez. Et je n'en connaissais que peut-être une dizaine. Et je me suis dit, j'ai du travail à faire, il y a de quoi. de quoi lire. Donc, c'était très inspirant pour moi. Je me suis dit, c'est intéressant de partager ces expériences de lecture et puis d'être inspiré par les expériences de lecture des autres. Et merci d'avoir partagé ça avec nous. Donc, je pense que
c'est la fin de notre entretien. Je suis désolée j'aurais tellement aimé connaître les questions des étudiants. Tu me prives là d'un plaisir. C'est pas toi. En tout cas, merci beaucoup, Brigitte. Tu trouves ça dommage? Non, pas ça. En tout cas, merci beaucoup, Brigitte Giraud, pour cette conversation extrêmement agréable et intéressante et inspirante. Et merci à vous tous d'être venus et d'avoir dégagé cette extraordinaire concentration. C'est fou, hein, vous êtes magnifiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors merci, c'était vraiment magique, vraiment cette connexion entre vous et entre vous. Hein? Merci. Alors écoutez, on ne s'arrête pas. Hein? Alors ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on se retrouve dans 10 minutes devant la bibliothèque universitaire, à côté d'un panneau que vous connaissez déjà, I Love Houguet, et on va faire une belle photo ensemble. OK? À tout à l'heure.